Donc, pourquoi Louis IX est-il devenu Saint-Louis? Donc, pourquoi j'ai pensé à ce sujet? Par rapport à ce qu'on avait vu l'année dernière, et comme je vous avais parlé notamment des villes indépendantes, et que ces villes indépendantes en Provence avaient disparu du fait de l'arrivée de Charles d'Anjou, qui avait instauré dans les villes des prévôts, j'ai eu envie d'explorer un peu plus qui était Saint-Louis et ce qu'il avait fait. Voilà. Donc, Saint-Louis, il offre également une originalité, c'est qu'il a été canonisé 27 ans après sa mort. Alors, c'est bien entendu, au départ, une décision qui est politique et qui a été préparée avec soin déjà quand il est arrivé sur le trône à l'âge de 12 ans. Et pourtant, ça ne s'est pas fait sans problème, hein, parce que bien qu'on pensait que ça serait une opération facile, la canonisation de Louis IX, il a quand même fallu attendre 27 ans. Et donc, il a été canonisé, il est mort en 1270 et il a été canonisé en 1297. Alors, moi, ce qui m'a étonné également, dans l'étude de Saint-Louis, hein, j'ai lu un livre qui est le livre de Jacques Le Goff, qui est un très très gros livre qui parle de la biographie de Saint-Louis, c'est qu'il était très populaire. Il était très populaire de son vivant. Déjà, alors les rois qui sont très populaires, il y en a peu, qui sont populaires de leur vivant, il y en a quasiment pas. Et en plus, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il était très populaire après avoir subi des échecs retentissants et commis des erreurs importantes, notamment en matière de stratégie guerrière. Hein, je pense à Jean-Baptiste. Il a fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Et malgré ça, tout le monde pensait qu'au moment de sa mort, il allait être sanctifié et tout le monde a regretté sa mort. Alors, je vais déjà vous parler un peu de la situation au moment où il est arrivé au pouvoir. Donc ça, c'est la carte au moment où Philippe Auguste est arrivé comme roi de France en 1180 et au moment où il est mort en 1223. Donc vous voyez qu'il y a quelques différences. Donc le rouge, sont les possessions anglaises. Le vert, ce sont des seigneurs indépendants, mais dont le suzerain est le roi de France. Et le jaune, c'est des régions plus ou moins indépendantes, dont le comtat vénétien qui appartient au pape, que Philippe Auguste a donné au pape. Voilà, donc vous voyez que ça a beaucoup changé la carte, puisque le domaine royal qui est en bleu s'est considérablement agrandi, et que le domaine qui appartenait à l'Angleterre, lui, s'est considérablement rétréci. Mais quand on regarde mieux, donc c'est plus la partie verte, qui, en fait, c'est pas si simple parce que toutes ces régions ne sont pas soumises, et en particulier le sud de la France, l'Occitanie, et vous voyez la bordure de la Méditerranée. Hein. C'est quasiment impossible pour même le roi de France de d'aller dans un port dans cette région. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des guerres. Ces territoires appartenaient au comte de Toulouse et la plupart des habitants restent encore fidèles au comte de Toulouse. Et puis sont passés des guerriers qui ont mis à sac la plupart des villes. Donc qui sont très peu populaires. Bon, vous voyez la Bretagne également, qui est censée être dans le domaine royal, enfin, dépendre du domaine français, mais qui a toujours été indépendante. Donc, quand Louis IX arrivera au pouvoir, il va devoir consolider cette carte, et c'est ce qu'il va faire. Alors, la France. Donc, voilà la France au moment où il arrive. Donc, vous voyez, c'est une grande tache bleue. C'est un grand ensemble. Donc, c'est quand même l'Europe chrétienne, finalement, c'est 60 millions d'habitants. On verra que ce n'est pas forcément grand-chose par rapport au monde connu à ce moment-là, au XIIIe siècle. Et la France, c'est 10 millions d'habitants.
Donc, par contre, c'est le plus grand royaume de la zone chrétienne. Et Paris, c'est une très grande ville déjà, hein, parce qu'elle elle comporte déjà 150 000 habitants. Donc, les autres villes sont de l'ordre de 50 000 au mieux, mais une ville de 150 000 habitants, c'est quelque chose de très rare à l'époque. Alors, on va parler maintenant un peu de ce qui entoure ce royaume de France. Donc, nous avons le royaume des Francs, donc la partie chrétienne qui est en orange, et puis une grosse partie verte qui est la partie musulmane. Alors, cette zone musulmane, elle a eu tendance elle était très puissante au XIIe, et puis au XIIIe, elle est en perte de vitesse. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a déjà différentes religions, il y a déjà les chiites, les sunnites qui existent et qui ne s'entendent pas. Et puis, il y a eu, par exemple, les Almohades, ou Almohades, je ne sais pas comment on prononce, qui étaient très puissants au XIIe, qui avaient conquis, c'est une tribu berbère, qui avait conquis tout le Maghreb et l'Espagne, et qui sont en train de reculer et de perdre une partie de leur pouvoir, et grâce notamment à une coalition des royaumes espagnols qui remportent des victoires. Vous avez les Fatimides, donc eux qui étaient des chiites, qui eux aussi n'ont plus d'héritiers. C'est eux qui avaient Jérusalem au XIe siècle et qui ont perdu Jérusalem au profit des Seljoukides. Et donc les Seljoukides ont vaincu les Fatimides, et en plus, quand le dernier calife est mort, c'était du temps de Saladin. Saladin a installé sa famille sur le trône des califes du Caire. C'est la dynastie des Ayyoubides. Et puis, il y a les Mongols. Donc les Mongols. Pourtant, il y en a deux qui vont le rentrer dans le Je ne pourrais pas avoir une carte. passe mon mari. Vous voyez la carte là, je pense. Non, non, pas du tout. Quoi? Moi, je vois. Moi, je vois pas la il carte. faut que tu changes dans affichage, je pense. Parce que la carte, on la voit très bien là. Enfin, Moi, je ne la vois pas du tout. On ne voit que ça. Oui. Ah non, moi, je ne la vois pas du tout. Bon, là, j'ai bien encore de faire rentrer 4 personnes. Je ne peux pas intervenir, moi, à ce niveau-là. C'est sur l'ordinateur qu'il faut agir pour voir la carte. Oui. Ouais. Voilà, les Mongols. Alors, les Mongols, ils vont beaucoup embêter l'Europe pendant le XIIIe siècle. Et je vous en reparlerai après. Notamment, ils ont vaincu les Abbassides au milieu du règne de Louis IX. Ils ont tué 800 000 personnes à Bagdad, simplement pour conquérir la ville. Donc, vous voyez qu'on est dans une zone qui est très autour de la Méditerranée, qui est très importante et qui est en lutte constante. Donc, je vais vous parler un peu également de l'Empire latin de Constantinople. Donc, cet empire, vous vous rappelez peut-être qu'on en avait parlé, qu'il y a eu la 4e croisade en 1204 et la flotte vénitienne, au lieu d'aller attaquer Jérusalem, a attaqué Constantinople et l'a pillé complètement. Et puis, ils ont installé un empereur. C'était les Byzantins qui occupaient la ville, des orthodoxes, et ils ont installé un empereur franc, qui était un Baudouin de Flandre, qui devient empereur latin de Constantinople. Et donc, les orthodoxes se sont repliés et ils sont morcelés en 3 royaumes que vous voyez sur la carte si vous l'avez, l'empire de Nicée, le despotat d'Épire et l'empire de Trébizonde. Et donc, la ville de Constantinople est
est complètement isolé du reste de la partie France et entouré d'orthodoxes qui essayent de récupérer la ville. Ça a été fait en 1261, donc y compris c'était pendant le règne également de Louis IX, par Michel, paléologue, en 1261, qui venait de l'Empire de Nicée. Donc voilà pour cette zone-là, qui est difficilement accessible aussi, comme vous voyez, il y a beaucoup de mouvements. Et puis, donc, je vous parle quand même un peu des Mongols. Donc, les Mongols, le premier d'entre eux, c'est Gengis Khan. Il est apparu en début du XIIIe siècle et il est mort au moment où Louis IX arrivait sur le trône. Donc, lui a surtout connu Ugodai et le successeur de Ugodai, un peu plus tard, Kubilai Khan. Enfin, il les a connus pas du tout, hein, parce qu'il ne les a jamais rencontrés. Il leur a écrit. Il a même cru qu'il allait pouvoir les faire devenir chrétiens, ce qui était complètement absurde, mais il a cru qu'il y arriverait. Et la période la plus dangereuse où il a vraiment cru que l'Empire mongol allait arriver jusqu'en France, c'est en 1241. Mais heureusement, vous voyez qu'Ogodai est mort et du coup, il y a eu un reflux des Mongols pour s'occuper de sa succession. Et donc, ils sont arrivés jusqu'en Adriatique, ils sont arrivés jusqu'en Pologne, bien entendu, toute la Russie, mais jamais en France. Donc, on est vraiment la zone, finalement, la seule zone qui est tranquille à cette période, au XIIIe siècle, c'est la France. Toutes les autres zones, c'est des zones de conflits, de guerres, de tribus qui se battent entre elles. Voilà. Donc, cette période du XIIIe siècle également, c'est une période de pleine mutation. Et ça, c'est intéressant. On en a parlé l'an dernier. C'est l'arrivée d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, et la prise de pouvoir des villes. Les villes deviennent de plus en plus importantes et ont un rôle de plus important, au détriment de qui? Au détriment de la féodalité. Et cette féodalité, ça va être peut-être l'œuvre la plus importante de Louis IX. Il va la mettre au pas, en fait. Et ça avait déjà commencé au niveau de son grand-père, Philippe Auguste. Philippe Auguste avait une renommée qui était très, très grande. Il arrivait à tenir tête aux différents comtes et barons qui le respectaient. Et également, c'est lui qui a mis en place les prévôts dans les villes. Donc, tout ce qui a été fait par Louis IX avait été commencé par Philippe Auguste et continué par Louis IX. Bon, pour ça, il y a des raisons, c'était dans l'air du temps, mais c'est quand même en France que ça a été le plus important. Voilà. Donc, c'est une période qui était calme. Donc, je vous ai dit que c'était l'endroit le plus calme de la région, mais c'est aussi une période où il n'y a pas eu de famine, il n'y a pas eu d'épidémie. La France était devenue riche parce que les territoires qui ont été conquis sur les Anglais, on va en reparler, c'était des territoires riches. Puis, les seigneurs étaient divisés, donc ils ne se sont pas entendus entre eux. Et du coup, Louis IX a gagné pas mal de batailles grâce à ça. Alors, je vais vous parler rapidement de la vie de Louis IX, parce qu'on la connaît un peu beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les réformes qui ont eu lieu pendant cette période, et puis la manière, effectivement, dont il a été perçu par la suite. Donc, il est né le 25 avril 1214, donc vraiment au début du XIIIe siècle, et c'est la même année, il y a une bataille vraiment importante pour la France. Là, il faut absolument la faire connaître aux enfants, c'est la bataille de Bouvines. La bataille de Bouvines, c'était
on a battu l'empereur, puis le roi d'Angleterre. Donc, Philippe Auguste a gagné complètement et il a gagné des territoires, d'où le changement de carte que vous avez vu au début. Bon, il est mort en 1223 et arrive sur le trône son fils Louis VIII. Donc Louis VIII, il s'est intéressé au sud de la France et il savait qu'effectivement, là-bas, il y avait un comte qui était puissant encore, bien qu'il ait été vaincu plusieurs fois, qui était le comte de Toulouse. Et il a voulu lui régler son compte de manière définitive, donc il a entrepris une croisade contre les Albigeois, puisqu'il restait encore beaucoup de membres de cette religion en Occitanie. Donc il est parti avec son hoste, il a fait le siège d'Avignon pendant un certain temps parce que les Avignonnais, bien qu'indépendants, ne voulaient pas lui laisser traverser le Rhône. Il a fini par gagner. Il est arrivé jusqu'à Toulouse. Mais comme vous savez que quand on est suzerain, on nous doit un certain nombre de jours. Le temps était terminé, donc il fallait qu'il rentre. Bon, entre-temps, ils avaient quand même pillé tout le Languedoc. Et pas de chance, pendant le retour, il meurt. Il a une dysenterie et il meurt brusquement. Ça faisait que 3 ans qu'il régnait. Là, rien prévu pour sa succession. On a dit qu'il avait parlé de Blanche de Castille comme régente puisque son fils n'avait que 12 ans. Mais il y avait d'autres seigneurs sur le rang pour assurer la régence, notamment le frère de Louis VIII qui était en fait considéré comme un bâtard puisque Philippe Auguste avait épousé une Danoise et puis en fait ça a duré qu'une nuit. Il l'a répudiée au bout d'une nuit et il a repris une autre femme, mais le pape n'a jamais reconnu cette autre femme. Ouais, donc c'est Philippe Urpel. Et donc c'était effectivement un candidat sérieux à la régence. Donc comme ils se sont, je n'ai pas entendu, les barons, ça a été Blanche de Castille qui a pris le pouvoir. Alors elle a fait très vite, elle a fait sacrer le jeune roi à Reims. Il y avait très peu de monde, il y avait très peu de barons. Personne ne croyait à Louis IX qui allait régner bien longtemps. On pensait qu'il allait être remplacé par quelqu'un d'autre. Mais elle s'est quand même bien débrouillée puisque vis-à-vis des barons, elle a promis ses enfants en mariage aux enfants des barons et elle a distribué des terres, elle a distribué de l'argent. Et grâce à ça, elle a été relativement tranquille. Tranquille, sauf qu'il y avait quand même 2 barons de comtes qui refusaient, c'était Pierre Mauclerc, le duc de Bretagne, et Philippe Urpel, comte de Boulogne et oncle du roi. Et justement, à Montlhéry, ils avaient arrêté la cour royale qui revenait d'une excursion. Ils voulaient isoler la reine du roi et prendre le roi en otage. Et là, Blanche de Castille a fait appel aux Parisiens. Et les Parisiens sont descendus donc jusqu'à Montlhéry avec des armes pour récupérer le roi et sa mère et les ramener à Paris. On voit donc qu'effectivement, les villes commencent à avoir un vrai pouvoir et arrivent à contrer les grands féodaux. Alors, il ne faut pas oublier non plus l'Angleterre, puisque l'Angleterre a perdu énormément de territoires après la bataille de Bouvines. Et surtout, ces territoires, c'était les territoires des Plantagenets. À l'abbaye de Fontevraud, qui se trouve entre Angers, Poitiers et Nantes, c'est là où sont enterrés Aliénor d'Aquitaine et Henri II, et c'est également Richard Cœur de Lion. Donc, c'est évident qu'il ne pouvait y avoir qu'une révolte qui venait de l'Angleterre et des grands seigneurs qui ne pouvaient pas accepter finalement l'ère du temps, c'est-à-dire que
jusqu'à présent, le roi était un suzerain et de plus en plus, et en partie grâce à Philippe Auguste, le roi devient un souverain. Donc ce passage-là, c'est un passage très important et il a été particulièrement bien réussi par Louis IX, comme on le verra par la suite. En attendant, à 16 ans, il était déjà en train de conduire l'hoste royal et il a vaincu les grands seigneurs qui se sont ralliés et qui se sont soumis à lui. Donc, quand il arrive en 1234, à l'âge adulte, en fait, il arrive dans un pays qui est relativement qui est calme. Mais il reste l'affaire du comte de Toulouse, hein, parce que rappelez-vous que Louis VIII a organisé une campagne, après, il est mort d'ailleurs, pour vaincre le comte de Toulouse. Mais rien n'avait été établi jusque-là. Donc en 1229, il y a le traité de Paris. Donc c'est une opération théâtrale. Hein. C'était des grands communicants quand même. Hein. Blanche de Castille et son fils. Le comte de Toulouse doit venir à Paris, faire allégeance au roi et signer un traité. Et dans ce traité, il perd une partie de son territoire. Il doit donner sa fille, qui est sa seule héritière, à Alphonse de Poitiers, qui est le frère du roi. Il doit accepter de démanteler des villes et de chasser les hérétiques. Donc c'est une grande humiliation pour le Sud, hein, qui a toujours soutenu le comte de Toulouse dans ses révoltes contre le Nord. Et là, il doit vraiment accepter ce traité. Donc c'est encore pendant la régence de Blanche de Castille. Donc on arrive à la majorité de Louis IX en 1234 et il doit trouver une femme. Alors là, c'est compliqué parce qu'il faut trouver une femme qui est de bon âge et qui correspond à la politique. C'est purement un mariage politique. Or, il se trouve que Raymond Béranger IV de Provence a une fille qui a 13 ans, Marguerite de Provence. Voilà qui est intéressant. C'est intéressant pour la France parce que vous avez vu que ce qui se passe, la France, c'est tranquille, certes, mais où ça se passe vraiment, c'est autour de la Méditerranée. Dans la Méditerranée, pas question d'y accéder facilement. Hein. Soit il faut passer par Marseille, Marseille c'est en Provence et c'est dans l'Empire, soit il faut passer par l'Italie, là c'est encore plus dangereux, et surtout pas par la région de Toulouse, hein, parce que même si Raymond VII a fait allégeance au roi, c'est ceux qui sont les autres seigneurs en veulent beaucoup, vu le traitement qu'ils ont subi pendant la croisade des Albigeois. Voilà. Donc c'est un moyen d'accéder à la Méditerranée, c'est un moyen de pouvoir progresser et c'est pour ça que le mariage a bien lieu. Bon, Marguerite de Provence, elle a tout de suite compris qu'elle gagnerait pas grand-chose, qu'elle aurait du mal avec sa belle-mère, hein, parce que là, il y a aussi vraiment un problème, parce que Louis IX idolâtrait sa mère et lui faisait une confiance absolue. Et elle avait le droit de rentrer comme elle voulait, de donner son avis sur tout et surtout sur les grandes décisions. Bon, d'ailleurs, ça aussi, bon, on en reparlera peut-être, mais c'est la personnalité de Louis IX. Il avait très peu d'empathie, à part sa mère, pour sa famille. Hein. Il ne s'est pas vraiment intéressé beaucoup à son épouse que pour lui faire 11 enfants. Et ses enfants ne l'intéressaient pas plus que ça. Hein. Il était content de les avoir pour la suite, mais il ne s'est pas intéressé à leur éducation. Il a eu très peu de rapports avec eux.
ses enfants le craignaient essentiellement. Je sais pas. Ah, alors là, on arrive à... Je vais passer vite parce que c'est une histoire très, très compliquée, mais c'est là aussi Louis IX, c'est un très bon communicant et il a fait preuve de ses qualités dans cette opération-là. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un empereur, Baudouin de Courtenay, qui était à Constantinople, qui était agressé constamment par les Grecs orthodoxes qui voulaient récupérer la ville et qui n'avaient pas de moyens financiers suffisants. Bon, il n'était pas tout seul d'ailleurs à gouverner, ils étaient plusieurs. Donc il vient faire une visite en France et il parle du fait qu'on lui a proposé de vendre la couronne d'épines du Christ. Là, Louis IX est tout de suite intéressé. Il dit, mais moi je veux l'acheter, je veux. Pas de chance, parce qu'entre-temps, les autres seigneurs de Constantinople l'avaient mis en gage à Venise pour avoir de l'argent. Et comme il ne pouvait pas rembourser, Venise avait le droit de l'acquérir. Alors là, à ce moment-là, Louis IX va négocier avec Venise, mais là, ça ne sera plus le même prix. Et donc là, il doit payer une somme colossale, 135 000 livres, incroyable pour une couronne d'épines. Enfin, mais c'est un coup de maître. Le peuple approuve, les religieux approuvent, et ça glorifie et ça augmente la puissance du roi, et ça augmente aussi l'importance de Paris, qui devient le nouveau centre de la chrétienté, la Nouvelle Jérusalem. Alors du coup, il en a acheté plusieurs, il n'a pas acheté tout ce qu'il pouvait y avoir comme relique, il les a achetés. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, la féodalité nous rattrape, et surtout l'Angleterre. N'oublions pas que les Anglais ont été chassés de la terre de France, y compris de la Normandie, qui est quand même leur berceau d'origine. Donc, ils sont prêts à réapparaître. Et ça s'y prête, parce que donc il y a un seigneur qui s'appelle Hugues de Lusignan, qui est comte de la Marche, qui est donc d'Aquitaine, de la région. Alors, c'est une histoire très compliquée parce qu'il devait épouser Isabelle d'Angoulême, ce seigneur Hugues de Lusignan, mais Jean Santerre l'a enlevé quasiment le jour de son mariage et l'a épousé lui. Et c'est la mère de Henri III, le roi de l'époque d'Angleterre. Et quand elle a été veuve, elle a réépousé ce comte Hugues de Lusignan. Donc à ce moment-là, alors c'est Louis VIII, le père de Louis IX, qui avait décidé que chacun de ses fils aurait un territoire conquis par Philippe Auguste, et Alphonse avait le comté de Poitou. Dans le principe de la féodalité, Hugues de Lusignan devait donc prêter serment à son suzerain, qui devenait Alphonse de Poitou, frère de Louis IX. Et là, il ne veut pas parce qu'il est marié avec la veuve du roi d'Angleterre et qu'il considère qu'il est plus, grâce à ça, il est plus puissant qu'Alphonse, qui n'est que le frère du roi de France. Et il refuse donc de... Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, ce territoire-là a été acquis par Philippe Auguste parce que justement, il avait considéré que Jean Santerre était un félon du fait qu'il avait pris la femme d'un de ses seigneurs qu'il devait épouser. Donc, et maintenant, Hugues de Lusignan dit au contraire, voilà. Bien entendu, Louis IX doit intervenir, il n'a pas le choix, et donc il déclare la guerre à Hugues de Lusignan. Pendant ce temps-là, Henri III, qui soutient
beau-père, débarque à Royan. Ouais. Et bien entendu, il y a aussi Raymond VII de Toulouse, qui est toujours dans les mauvais coups, qui vient soutenir le roi d'Angleterre pour récupérer son territoire qui a été pris pendant le traité de Paris. Donc là, il y a une bataille qui est la bataille de Taillebout. Ça a été très rapide. Hein. C'est la méthode Louis IX. Il envoie la cavalerie, il déboule, il renverse tout le monde et ils ont gagné. Ça avait déjà marché avant et ça a encore marché cette fois-là. Après, ça ne marchera plus au XIVe siècle. Et donc, il renverse le roi d'Angleterre, repart comme il est venu sur un bateau et c'est terminé. Ils ont bien, il a gagné. Et là, c'est vrai qu'il a bien, c'était sa principale fonction en fait. C'était garder les territoires qui avaient été acquis par son grand-père pendant cette période. Et il a parfaitement réussi son coup et donc, il reste presque plus de territoire anglais en France. Alors, là, je vais vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup marqué durant ma jeunesse, hein, parce que vous savez qu'il y a quelques années, on était très régionaliste, et donc et notamment, vous savez, il y avait la musique bretonne, la musique occitane, et puis il y avait un symbole, c'était Montségur, qui avait été pris par les hommes du Nord et que les derniers cathares avaient brûlé à Montségur. J'y suis allée, j'y suis montée. Hein. Il n'y avait rien à voir parce que c'était que des murailles. Et c'était le symbole, effectivement, de la France du Nord qui écrasait la France du Sud. Ouais, maintenant, je me rends compte que c'était bien exagéré quand même, hein, et qu'il s'agissait surtout d'intégristes et que, de toute façon, Louis IX, lui, il préférait convertir ou expulser. Hein. Donc, il y avait déjà beaucoup de personnes qui avaient été converties, beaucoup qui avaient été expulsées. Il restait très peu de cathares en Occitanie. Mais il y a eu quand même 220 hommes et femmes qui refusent de renier leur foi, qui sont condamnés au bûcher. Et les derniers chiffres, par contre, il y a eu beaucoup de morts pendant les guerres, pendant cette période-là. Mais en hiver, non. Bon, alors, vous savez qu'il y avait, donc, on en a entendu beaucoup parler l'année dernière, un deuxième personnage très puissant à cette époque, qui était Frédéric II, et qui était en guerre avec le pape Innocent IV. Alors, comment Louis IX pouvait-il réagir face à ces deux grands personnages et à cette querelle, hein, quand même eh bien, il a gardé une stricte neutralité. Il n'est jamais intervenu dans la querelle, il a toujours été très respectueux vis-à-vis du pape. Il s'est notamment au moment de l'affaire de la couronne d'épines, hein, parce que la couronne d'épines, c'est toute une histoire, il a fallu la ramener et que tout le monde voulait la voler en cours de route. Donc, ils ont dû prendre le bateau parce qu'il n'était pas question de traverser la zone orthodoxe. Ils ont dû traverser tout l'Empire en Italie parce que... voilà. Et Frédéric II a participé à l'arrivée de la couronne d'épines en France et a aidé à sa venue. Donc, ils sont relativement bien entendus. Bon, après, quand vraiment ça a été mal, le pape a demandé asile à la France et Louis IX a refusé. Il a dit non, non, moi je ne veux pas que le pape vienne sur mon territoire, c'est moi qui gouverne. Et donc, il a été à Lyon, qui était une ville de l'Empire, mais qui était quasi indépendante. Et à Lyon, Frédéric II arrivait avec une armée. Et là, Louis IX
lui aussi est arrivé avec une armée bien plus importante que celle de Frédéric II. Et Frédéric II est reparti. C'était des personnes qui ne faisaient pas la guerre pour faire la guerre. Ils étaient prêts à renoncer pour s'il le fallait. Et c'est ce qu'a fait Frédéric II, il est reparti. Donc, c'est une période où il n'y a pratiquement pas eu de guerre interne. Je vous ai parlé des deux seules guerres qu'il y a eu où il a gagné Louis IX, mais autrement, il y a eu très peu de conflits internes. Bon, alors là, on arrive à un gros morceau de la vie de Louis IX, la croisade. Alors, la croisade, qu'est-ce qui se passait en ce moment, à ce moment-là, à Jérusalem? Il y avait, je vous ai parlé des Mongols, donc il y avait des peuplades qui avaient été chassées de leur région par les Mongols et qui erraient dans les pays musulmans. Qui erraient et qui pillaient. Alors, donc, le calife du Caire leur avait dit « Oh, bah, écoutez, prenez Jérusalem, ça vous… Ils avaient récupéré… Jérusalem qui avait été reprise par Frédéric II, mais sans combat, qui avait été négociée. Donc, les croisés étaient revenus à Jérusalem pour une très courte période, puisque c'est à nouveau repris en 1244. C'était des gens qui venaient de la mer Caspienne. Je ne vous dirai pas le nom parce que c'est imprononçable, mais voilà. Et qui ont pillé, alors là, définitivement, il ne restait plus rien de la ville. Pendant cette période, Louis IX était gravement malade. On pensait qu'il allait mourir. Et à sa guérison, il déclare qu'il veut partir en croisade pour redélivrer à nouveau Jérusalem, dont il reste plus grand-chose. Le pape, évidemment, en profite et il fait un appel. Bon. Ça ne s'est pas passé rapidement parce qu'en fait, il a très bien préparé son départ. Bon. Parce qu'il emmenait une très, très forte armée. Donc, il a construit Aigues-Mortes, il a fait construire des bateaux, il a emprunté, il a essayé de trouver des alliés, mais il ne les a pas vraiment trouvés à l'extérieur. Il a trouvé surtout ses seigneurs en France. Et il a choisi de débarquer en Égypte. Pourquoi? Pour punir le calife. Et aussi le persuader de devenir chrétien. Ça, c'était son obsession. Il voulait convertir tous ceux qui ne faisaient pas partie de la religion chrétienne au christianisme. Et il pensait aussi conquérir le pays. Voilà. Donc, ils partent en 1249, donc vous voyez, il s'est quand même passé quelques années, c'était 1244-1249, entre le moment où il décide d'aller en croisade et le moment où il embarque. Alors, c'est une très, très grosse opération, il y a 25 000 hommes, 8 000 chevaux, 2 500 chevaliers. Donc, ils partent, mais c'est l'hiver. C'était prévu. C'était prévu, donc ils vont à Chypre, où il y avait donc, c'était un Lusignan aussi, Henri Ier de Lusignan, qui était roi de Chypre, et donc l'armée s'installe, ils avaient envoyé des vivres là-bas, hein. Ils avaient tout prévu. Bon. L'hiver à Chypre, c'est pas trop froid quand même, et finalement ils décident de partir en mai. Vous voyez, c'était un peu des vacances quand même, hein. Ensuite, donc ils arrivent, mais ils avaient perdu une partie de la flotte à cause de la tempête. Mais ça ne fait rien, ils débarquent quand même et ils arrivent à chasser l'armée de Mamelouks qui était là, qui se sauve et qui se sauve même au-delà de Damiette, qui était la ville proche du rivage. Donc ils prennent Damiette sans combat et ils s'installent tranquillement. Et puis là, ils attendent
le reste de l'armée qui était perdu en mer et qui devait arriver. Ça a pris du temps. Pas de chance, parce qu'à ce moment-là, il y avait les crues du Nil. Donc, ils ne pouvaient pas attaquer. Donc, ils ont encore attendu. Ils ont encore attendu. Bon, après, alors tout ça, je vous le raconte parce que c'est le sénéchal de Joinville qui a vécu tout ça quasiment jour par jour. Donc, il raconte tous ces événements, même heure par heure. Hein. C'est assez extraordinaire. Et donc, cette fois, ils attaquent pour de bon. Je pense que l'armée de l'autre côté avait le temps de s'organiser, hein, parce que ça avait été très long, ils n'avaient pas fait grand-chose jusqu'à maintenant. Mais le calife est mourant. Alors là, il cache, l'armée adverse cache un peu ça à l'armée de Louis IX, mais alors donc ça leur permet d'avancer vers Mansoura, qui est la ville suivante. Bon. Ils sont sûrs d'eux, ils avancent. C'est un territoire ennemi, hein, et puis une telle armée, il faut la nourrir, il fait chaud, il y a des maladies, c'est compliqué. Donc quand ils arrivent devant Mansoura, le frère de Louis IX, d'Artois. Charles Ier. Charles Ier, non? Non, c'est pas Charles, ça c'est Charles d'Anjou. Ouais. C'est le petit frère. Il avait l'Artois. Charles avait l'Anjou et Alphonse avait le Poitou. Ouais. Robert, hein, je crois qu'il s'appelle Robert comme par la suite. Robert d'Artois, voilà. Il rentre dans la ville, il avance, pas de chance, il y avait quand même une armée qui défendait et qui les prend au piège, et ils sont tous tués. Donc toute l'avant-garde du roi meurt à ce moment-là, dont le frère Robert d'Artois. Ouais. Ensuite, ils essayent de passer le Nil, ils sont attaqués, ils sont de plus en plus malades, ils ont de moins en moins de vivres. On n'attaque pas comme ça dans un pays comme l'Égypte, hein, il y a eu d'autres cas après, on le sait, c'est pas simple. Donc, il y a une dernière bataille, et là, le roi est fait prisonnier avec ses chevaliers, et tous les autres soldats sont tués, blessés, sont quasiment tués par les Mamelouks, hein, puisque c'était des Mamelouks qui se battaient à cette époque-là. Alors, c'était des enfants de chrétiens qui étaient capturés à la naissance et qui étaient élevés pour devenir des soldats. Bon, alors je vous raconte quand même un peu cette histoire de Mamelouks, parce que c'est quand même assez curieux. Donc les Mamelouks constituaient l'armée en Égypte, et donc je vous ai dit que l'émir était mourant, et il finit par mourir, et c'est son fils qui arrive, qui n'était pas très bien vu, et qui a pris des décisions. Le roi était prisonnier, hein, il a assisté à tout ça en direct, hein. Et les Mamelouks ont décidé de faire un coup d'État et de prendre le pouvoir, et ils ont tué le nouveau calife, le nouvel émir. Voilà. Donc, et après, ils ont renégocié avec les croisés la libération des chevaliers de roi qui avaient été pris à cette époque. Donc, vous voyez le désastre, hein, ça ne peut pas être pire. Hein. Plus raté que ça n'est pas possible. Et pourtant, comme je vous le dis, ça a été considéré comme une grande victoire de Louis IX à son retour. Un grand communicant. Ouais, c'est un bon communicant. Donc, il est libéré,
et ses compagnons seront libérés peut-être un peu plus tard aussi, et il décide de ne pas rentrer tout de suite en France et de partir en pèlerinage en Terre Sainte. Parce que ça allait mal en Terre Sainte. Les croisés étaient de plus en plus attaqués par les différentes tribus. Et donc, il fallait consolider les châteaux, les villes qui restaient encore et qui tombaient les unes après les autres. Donc, il a fait un peu ce travail-là. Et puis, il a appris que sa mère était morte. Donc, il est retourné à Paris en 1254. Comme la peste, ouais, c'est après. Non, c'est en 70. Bon, 1254, et là, c'est là qu'il a été très, très bien reçu par l'ensemble des habitants de Paris, et tout le long du trajet, il a été acclamé comme un grand vainqueur. Bon, oui, Henri vous racontera une petite anecdote parce qu'il est passé par la Provence. Finalement, la Provence, il ne connaissait pas. Il est simplement venu à Aigues-Mortes pour embarquer avec son armée, mais il n'avait jamais été en Provence. Donc c'est là, au retour de la croisade, qu'il est traversé la Provence, qu'il est arrivé à Hyères et qu'il est passé par Aix et remonté tranquillement, hein, il a pris son temps. C'est pour ça que quand je vais vous parler des grandes réformes, on a l'impression qu'il n'a pas souvent été là, le roi, où il était malade de temps en temps, où il n'a pas été là, où il s'est occupé de religion. Mais heureusement, il y avait des personnes dans son entourage et à Paris qui étaient des gens compétents et qui ont rédigé des actes juridiques pendant ce temps-là. Alors, justement, actes juridiques, c'est la fin du conflit avec l'Angleterre. Oui, il avait gagné, oui, il avait été victorieux, mais rien n'avait été signé et rien n'avait été consolidé. Donc, ça va être le deuxième traité de Paris de 1259. Et là, Henri III va accepter de donner des territoires, mais il conserve quand même la suzeraineté sur certains territoires qui sont le Limousin, le Périgord, la Guyane, le Quercy, la Genève, la Charente. Mais pour le reste, il devient suzerain. Le suzerain, c'est le roi de France, et il rend hommage au roi de France. Donc, il a consolidé ce qu'avait obtenu Philippe Auguste. Et même, ça c'est la personnalité de Louis IX, et c'est aussi pour sa gloire personnelle, il accepte de rendre à l'Angleterre des territoires qui avaient été quand même gagnés par les armes. Et pourquoi? Parce qu'il dit oui, mais tous ces gens-là, on est cousins et on ne veut pas que les guerres recommencent. Donc, je vais donner quand même des territoires à Henri III, même s'il les avait perdus, pour conserver la paix. Ouais, on sait ce que ça a donné au XIVe siècle avec la guerre de 100 ans. Ça n'a pas été vraiment efficace. Alors, je termine. Donc, il a fallu qu'il reparte à la croisade. Mais là, la 8e croisade, c'est vraiment le désastre du désastre. La 7e, c'était déjà affreux. Là, c'est horrible. Déjà, pourquoi il va à Tunis? Et toujours pour la même raison, il veut convaincre les dirigeants du pays, les musulmans, de devenir chrétiens. C'est toujours la même chose. C'est toujours sa recherche. Il n'a pas trouvé vraiment dans les autres pays d'aide pour cette 8e croisade. Tout le monde rigole. Même le sénéchal de Joinville n'est pas venu. Il a dit non, ça ne sert à rien de faire une 8e croisade. Bon, il a emmené ses frères. Ils sont arrivés en retard, mais ils sont venus quand même. Et donc là, il prend Carthagène, mais l'armée, pareil, n'a pas de
n'a pas de nourriture, il y a des maladies, ils sont tous malades, y compris le roi, qui meurt le 25 août 1266 sous les remparts de Tunis. Ouais, le pauvre. Oui, mais là, il a bien orchestré sa mort. Ou son entourage a bien orchestré sa mort. Il meurt vraiment en utilisant des paroles christiques et tout, en accord avec... bon. Sauf que comme c'est un pays très chaud et qu'il faut ramener le corps, on est obligé de faire bouillir le corps du roi parce qu'on pouvait pas le conserver en état. Ce sont que des os qui reviennent et c'est encore très compliqué de ramener ces os jusqu'à Paris. Donc voilà la vie de Louis IX que je vous ai résumée parce qu'il s'est passé encore pas mal de choses. Mais vous voyez que dans ce que je vous ai raconté, il n'y a pas tellement d'éléments pour dire que Louis IX est un saint. Oui, il a gouverné la France, il a fait ce qu'il fallait pour gouverner la France, il a fait des croisades qui ont été des désastres. Mais voilà, c'est pas non plus, il n'est pas aussi brillant que Philippe Auguste. C'est un très valeureux chevalier. Il attaque devant ses troupes, il attaque en tête de ses troupes. Mais voilà, c'est un roi. D'autant plus qu'on connaît, donc, comme je vous l'ai dit, sa vie très très bien grâce au sénéchal Jean de Joinville qui l'a accompagné à la 7e croisade et qui a... Alors, il a vraiment vécu très proche du roi. Il a vécu tout le pèlerinage en Terre Sainte. C'est même lui qui a eu l'idée qu'il fallait rester encore en Terre Sainte. Alors, il écrivait en français. Alors, il est intervenu au moment de la canonisation pour témoigner. Et puis, il a la femme de Philippe, lui a demandé d'écrire ses mémoires. Il avait plus de 80 ans. Il est mort à 90 ans. Ouais. C'est très rare pour l'époque. Mais son témoignage, enfin, moi, j'ai lu que des extraits, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et on voit le roi, qui est un roi, après, il est très religieux, c'est certain. Alors, donc maintenant, je vais vous parler un peu de tous les changements qu'il y a eu pendant le règne. Donc, les universités. Ça me tient à cœur. C'était quand même mon métier. Donc, le XIIIe siècle, ça a été vraiment le démarrage des universités, surtout en Italie, bien entendu, et grâce, c'était un enseignement qui était surtout religieux. Et les papes ont voulu que l'université soit indépendante des gouvernements. Indépendance de l'université vis-à-vis des puissants. Alors justement, il y a eu une petite anecdote, enfin une grosse anecdote, ça c'était encore pendant la Régence, entre 1229 et 1231. Donc les étudiants à Paris, ils avaient fait un peu de bruit. Ils avaient fêté leur diplôme, comme maintenant, normalement. Mais Blanche de Castille, elle avait envoyé la maréchaussée. La maréchaussée, elle n'avait pas bien compris les ordres. Elle a tué pas mal d'étudiants. Pas ceux qui étaient les meneurs, d'ailleurs. Et alors là, il y a eu la première grève. Oui. Les étudiants ont fait grève pour protester contre la mort de leurs congénères. Mais ils n'étaient pas morts. Ils n'ont pas tué tout le monde, ils en ont tué quelques-uns. Mais du coup, Blanche de Castille a fermé l'université. Elle a envoyé les étudiants qui restaient dans d'autres universités.
Mais en fait, ils ont compris que le pape est intervenu, les autres collègues des universités sont intervenus et l'université de Paris a réouvert et les étudiants ont été réintégrés. L'université a gagné contre la royauté. C'est un problème du téléphone. C'est important. Hein. Et également, ce qui est aussi d'important à cette époque, c'est que l'université, quand un étudiant a son diplôme, eh ben, son diplôme est valable au niveau national. Hein. Si par exemple, vous avez un diplôme de médecin, vous pouvez exercer dans l'ensemble du territoire. Et ça, c'est encore valable de nos jours. Donc, c'est sous Louis IX que ça a été mis en place. Je ne crois pas qu'il y soit. Alors ensuite, vous avez le problème des Juifs. Ça a préoccupé beaucoup Louis IX aussi. Hein. Bon, alors lui, il était absolument contre l'usure. Il considérait que c'était un péché mortel de prêter de l'argent contre une rémunération. Et c'était effectivement les Juifs qui avaient ce métier-là au XIIIe siècle. Donc, il leur a interdit de prêter de l'argent. Et surtout, il y a eu toute une série de lois, notamment si ceux qui avaient emprunté ne pouvaient pas rembourser, ils n'avaient pas le droit de mettre en gage leurs biens. Enfin, il a tout fait pour qu'ils ne puissent pas exercer ce travail-là. Pourtant, c'est un service comme un autre. Hein. Puis à l'époque, je sais qu'à Metz, c'était une grande place bancaire et que les habitants de Metz prêtaient de l'argent dans l'Empire sans problème. Donc la lutte contre l'usure, c'est le pape qui avait demandé de brûler tous les Talmuds. Et là, Louis IX a voulu que ça se fasse de manière correcte, donc il a convoqué les grands maîtres juifs à discuter avec les grands maîtres chrétiens sur la religion juive, mais quand même, ils ont brûlé les Talmuds. Et puis, ce qui a été instauré aussi au XIIIe siècle, c'est la rouelle, c'est-à-dire que chaque juif devait coudre sur son habit un rond pour montrer qu'il était juif. Ce n'est pas seulement en France, hein, c'était déjà en Angleterre, c'était déjà aussi dans l'Empire. Mais, donc, on peut dire que tout ce qui est anti-juif, c'est apparu, mais ça existait déjà avant. Bon, il les a protégés quand même, il a essayé de les convertir et les a considérés effectivement comme un peuple qui risquait de disparaître. Donc, il a été plutôt plus clément avec eux que d'autres souverains, mais ça a été quand même, ils ont quand même… Bon, ce qui apparaît également, c'est les frères mendiants. Donc, les frères mendiants, ils apparaissent au début du XIIIe siècle. Il y a deux groupes, les franciscains, Saint-Dominique au XIIIe siècle, et les dominicains, l'ordre des pêcheurs, qui portent un habit blanc, qui est également fondé au XIIIe siècle par saint François d'Assise. Donc là, il a été très influencé par les frères mendiants. Et il a passé beaucoup de temps à écouter leurs sermons et à essayer d'appliquer leur doctrine, notamment vis-à-vis des pauvres. Donc là, je peux vous dire tout ce qu'il a fait, hein, parce que j'ai oublié, mais je vais vous le lire. C'était un dévot, c'était un homme très religieux. Hein. Alors, Saint Louis était ému par l'idéal de sauver tant son âme que celle de son prochain. Son temps passé en dévotion était considérable. Régulièrement, il se levait à minuit pour les matines, assistait tous les jours aux vêpres et aux complis, récitait 50 Ave Maria, faisait autant de génuflexions. Il lui arrivait même de chanter la messe à cheval lorsque les circonstances l'empêchaient de mettre pied à terre.
Il se confessait chaque vendredi, pratiquait assidûment le jeûne et l'abstinence. Ses aumônes devinrent rapidement proverbiales. Volontiers, il conviait des pauvres à sa table, selon un rituel immuable. Pendant l'Avent et le Carême, il en invitait 13, 3 fois par semaine, et les servait lui-même. Le samedi, il se consacrait aux plus pouilleux, leur lavait lui-même les pieds et les mains, les embrassait sans éprouver la moindre répulsion, triait le poisson qu'il destinait aux aveugles, coupait leur pain, remettait 40 deniers à chacun. Donc on comprend, c'était un grand communicant. Je ne le répéterai pas assez. Il savait exactement ce qu'il fallait faire pour plaire au peuple. Bon, c'est sûr. Bon. Mais pour Il a distribué de l'argent, c'est clair, mais pas à tout le monde. Il y avait autant de gens qui... Ouais. Voilà. Et donc, il a construit la Sainte-Chapelle pour mettre ses reliques. Parce qu'il pensait, il l'avait mis à côté de son palais, mais ce n'était pas assez beau. Donc, là aussi, c'est aussi une opération de communication. Il a construit la Sainte-Chapelle en 6 ans, ce qui est quand même très rapide. Bon, il a copié un peu sur ce qu'il y avait à Reims. Et donc, c'est quand même quelque chose qui reste, qui est beau et que tout le monde admire, la Sainte-Chapelle. Bon, c'était aussi un grand constructeur. Moi, je ne suis pas rentrée sur tous les monastères qu'il a fait construire, les villes qu'il a fait, où il a mis des remparts. Il aimait bien construire. Donc, vous voyez qu'il était hyper occupé, cet homme-là. Bon, alors ça, c'est l'image connue. Et moi, je me rappelle encore à l'école primaire d'avoir vu cette image-là. Je l'ai remise parce qu'au CE1 ou CE2, j'ai vu Louis IX rendre la justice sous son chêne. Alors, ça fait partie aussi de sa lutte contre les féodaux. Il ne faut pas oublier qu'un seigneur avait droit de vie et de mort sur ces sujets. Et notamment, il y a eu un seigneur qui a tué trois frères. C'est le vitraux que vous voyez en bas, là. Donc, ce seigneur, il avait le droit de le faire. Mais il a quand même été puni par Louis IX. Et Louis IX a essayé d'obtenir, et il a obtenu, le droit de grâce. Surtout, il a institué la quarantaine le roi. C'est-à-dire que quand il y a un conflit, il faut 40 jours de réflexion avant de déclencher la guerre ou autre action. Donc, et si on ne respecte pas cette quarantaine le roi, eh bien, c'est le roi, on fait offense au roi. Et ça a bien marché, ça a permis effectivement de faire reculer des décisions ou des guerres qui étaient inutiles. Il a envoyé des enquêteurs royaux pour savoir ce qui se passait au niveau des injustices, de l'argent, etc. Oui, parce que ce qu'il a nommé également, c'est ce qu'avait déjà fait Philippe Auguste, c'est des baillis et des prévôts dans les villes. Les villes deviennent complètement dépendantes du roi, sont gouvernées par des prévôts et les finances publiques, les finances des villes sont gérées par ces prévôts qui dépendent du roi. Et donc, il a mis des enquêteurs pour vérifier qu'il n'y avait pas d'abus et qu'il n'y avait pas de corruption. Alors là, il a passé plusieurs grandes ordonnances où il a mis sa signature, mais bon, c'est des ordonnances importantes, mais à mon avis, il ne les a même pas lues, il n'a pas eu le temps, il était trop occupé avec la religion. Mais il a quand même mis son grain de sel sur la grande ordonnance de 1254, où il a donc le blasphème est puni très sévèrement. Les jeux d'argent sont interdits, y compris les jeux d'échecs, les prêts à intérêt. Donc là, on avait parlé des Juifs, maintenant c'est tous les prêts à intérêt qui sont interdits. Donc il y avait des Italiens, d'autres personnes qui prêtaient de l'argent, et la fréquentation des maisons closes, interdite également. Alors, vous voyez qu'il intervenait dans tous les domaines, un peu quand même.
Et l'abolition de l'ordalie, donc c'est les combats pour savoir qui a raison ou qui a tort. C'est terminé. On passe en jugement devant des gens compétents, des vrais juges. Donc ça, c'est des grandes réformes judiciaires, et notamment tout ce qui est la nomination des baillis et des prévôts, et les enquêtes, et tout ce qui est remonté au niveau central, c'est le début de la centralisation en France. Ça n'a pas eu lieu dans les autres pays chrétiens, d'où ils sont restés très provinciaux, régionaux, avec des... Là, finalement, tout est décidé au niveau central. Et ses successeurs vont prolonger cette idée-là. Les réformes économiques. Alors, les réformes économiques, donc, comme je vous ai dit déjà, au niveau financier, les villes sont gérées par des prévôts et qui payent directement l'impôt au roi. Il a créé la Cour des comptes, toujours pour vérifier que l'argent est bien utilisé, correctement utilisé. Il a mis en place une réforme monétaire. Chaque seigneur avait le droit d'avoir sa propre monnaie, mais à partir de 1262, seule la monnaie royale a le droit de circuler sur tout le territoire. Et donc, il crée une monnaie, le gros tournoi, qui devient une monnaie internationale. Et donc, c'est là que je pense à Metz, qui était un peu la banque de l'Europe à cette époque-là. Les gens qui prêtaient de l'argent, justement chassés par Saint-Louis, se sont réfugiés dans cette ville parce qu'elle avait des gros remparts. Des gros remparts, c'était un coffre-fort à elle toute seule. Et ils travaillaient avec le gros tournoi qui était la monnaie internationale, et ils prêtaient dans le monde entier. Et puis les religieux aussi, puisque les hospitaliers et autres congrégations utilisaient cette monnaie-là. Donc, la France était un pays puissant et respecté et riche. Puissant, respecté et riche à cette époque-là. Voilà. Donc, on arrive à la canonisation de Saint-Louis. Alors, comme je vous l'ai dit, tout le monde pensait dans le peuple, malgré toutes les erreurs qu'il ait pu commettre, que Saint-Louis allait être canonisé. Et tout le monde était d'accord, que ce soit les seigneurs, les religieux, le peuple, tout le monde était d'accord pour le canoniser, donc ça aurait dû être simple. Eh bien, pas vraiment, parce qu'il y avait deux problèmes majeur quand même, il n'est pas religieux. Oui, mais ça, c'était pas rédhibitoire, puisqu'il y avait déjà des rois qui avaient été sanctifiés avant, notamment Édouard le Confesseur en Angleterre. Donc, c'était possible. Deuxième point, il n'avait pas accompli de miracle durant sa vie. Bon, alors là, on a fait jouer les ordres religieux qui ont écrit sur sa vie, qui ont trouvé des miracles. Quand il n'y en a pas, on en trouve toujours durant sa vie et surtout après sa mort. Alors là, il a été enterré à Saint-Denis. À Saint-Denis, c'est incroyable le nombre de miracles qu'il y a eu entre ces deux périodes. Des gens guéris qui ont marché. Alors, Pourtant, les papes hésitaient, mais non, il y en a eu 9. Ils sont morts entre-temps, donc il fallait tout recommencer. À chaque fois qu'un pape arrivait, il fallait recommencer le dossier complet. Et finalement, en 1297, il a été canonisé. On a tout accepté, sauf qu'il a été un martyr au niveau de la 8e croisade. C'était un peu fort quand même, parce que c'est lui tout seul qui a voulu aller là-bas, et c'est lui tout seul qui est mort du typhus, probablement. On ne sait pas trop de quoi il est mort, mais enfin, toute l'armée était atteinte par le typhus, et qui avait entraîné cette armée, c'était lui. Bon. Donc, il a été canonisé.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de Saint-Louis? Bon, c'est sûr qu'il a été très religieux, donc on peut dire qu'il a été un saint dans sa vie religieuse, surtout après la 7e croisade, quand il est revenu de la 7e croisade, c'est là que... Mais c'était déjà avant, et même dans sa jeunesse, il était extrêmement religieux. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il a toujours recherché la justice et la paix. Il a essayé d'éviter les guerres, mais quand il fallait les faire, notamment pour réduire les féodaux, il les a fait. Il les a fait rapidement en général, sauf oui, ça n'a jamais duré des années, on peut le dire. Et il a essayé toujours d'imposer aux féodaux des trêves et des arbitrages. Il est resté neutre dans le conflit entre le pape et l'empereur. Il a été relativement sympathique avec Henri III d'Angleterre, puisqu'il lui a laissé des territoires qu'il aurait pu lui reprendre. Et il a mis fin aux velléités d'indépendance du Sud, parce que l'histoire de Raymond VII et de son père précédemment Raymond VI, ça a duré quand même 2 siècles. Et il a mis un pied en Provence grâce au mariage de Charles d'Anjou, qui devient comte de Provence. Alors, oui, c'était un peu la question que je m'étais posée au départ, donc je vais essayer d'y répondre en conclusion. Qui avait intérêt à faire de Louis IX un saint? Premièrement, la lignée capétienne, qui avait besoin de légitimité. Oui, parce que Hugues Capet, il a été élu, désigné par ses pairs, et il n'y avait rien de prévu en ce qui concerne sa descendance. Donc, les premiers rois capétiens se sont demandé s'ils allaient pouvoir reprendre le trône. Par chance, il y a toujours eu des garçons. Donc, ils ont fait jouer le droit ce droit-là pour reprendre le trône. Mais c'était pas très bien, c'était pas encore accepté par les autres féodaux, et notamment l'idée d'avoir un saint parmi les Capétiens était déjà venue, et on s'était demandé si Philippe Auguste ne pourrait pas l'être. Bon, sauf que Philippe Auguste, il avait un péché capital, donc c'était impossible, vu qu'il avait répudié sa femme et qu'il avait une femme illégitime. Donc, pas question de le rendre saint. Bon, Louis VIII, il est mort tout de suite, donc il restait Louis IX. Et donc, on s'est dit, oui, Louis IX, il fera un saint. Et c'est sa mère qui s'y est employée dès son plus jeune âge pour en faire un parfait chrétien. Alors, Louis IX lui-même, il y a un moment où il a eu envie, je pense, de devenir un saint. Peut-être pas au départ. Et au départ, il s'intéressait plus à conserver ce qu'avait fait Philippe Auguste, mais au fur et à mesure, et notamment en écoutant les serments des moines mendiants, il a eu envie, donc il a fait ce qu'il devait. Comme c'est un bon communicant, il l'a bien fait. Et surtout après, comme je l'ai dit, son retour de la 7e croisade. L'Église le voulait aussi, parce que les frères mendiants avaient besoin d'avoir des saints qui dépendaient d'eux, et ils avaient besoin de s'affirmer par rapport aux autres ordres. Donc, comme Louis IX avait vraiment montré qu'il s'intéressait à leur doctrine, ils considéraient que c'était un saint à eux. Et puis le peuple, c'est clair, le peuple avait envie d'avoir un saint aussi, et de son vivant. Donc le peuple a également beaucoup aidé à ce qu'il le devienne. Et puis les successeurs, ils y avaient intérêt parce que bon, c'est sûr que ça donne du prestige, mais ça donne aussi de l'argent,
parce que faut savoir que les reliques à l'époque, on l'a vu avec la couronne d'épines, avaient une grande valeur. Donc, quand on avait une visite, on donnait un morceau de Saint-Louis. Quand il y avait un monastère qui se construisait, ils avaient le droit à un morceau de Saint-Louis. Tous ces os ont été dispersés dans l'Europe entière. Ça allait jusqu'à la phalange. Hein. Et tout ça se monnayait contre autre chose. Ça faisait partie de la négociation. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la sainteté de Saint-Louis. Bon. Moi, je dirais qu'il était extrêmement dévot, hein, ça c'est sûr. Mais c'est une personnalité complexe. Donc, on voit qu'il n'a pas hésité à se lancer dans des actes de bravoure, hein, notamment pendant la campagne d'Égypte. C'est le premier qui a sauté du bateau hein, pour attaquer les soldats, les Mamelouks qui se trouvaient sur le rivage. Ensuite, il a été beaucoup critiqué, à mon avis à juste raison, pour sa fascination de la croisade et l'obsession de la Terre Sainte. Il a voulu faire une croisade à un moment où tout était déjà perdu. D'ailleurs, tout a été perdu dans les années qui ont suivi. À la fin du XIIIe siècle, il n'y a plus grand-chose de la Terre Sainte et Saint-Jean d'Acre va tomber au début du XIVe. Mais c'était aussi un homme de pouvoir. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il a été à la tête d'un royaume, il a joué son rôle de chef de ce royaume et il y avait quand même 10 millions d'habitants qui étaient... Et puis, donc, comme je vous ai dit, il a fait passer... le roi était un suzerain et grâce à lui, le roi est devenu un souverain. Il a vraiment régné. Donc, on peut dire que c'était une personnalité d'exception et qui a su construire ce personnage d'un roi qui est crédible en tant que saint et qui est crédible en tant que roi. Et en plus, il a permis au roi de France de continuer leur lignée, parce que tous les rois de France, y compris Henri IV, descendent de Saint-Louis, y compris les Bourbons. Voilà. Ben, je vous remercie de votre attention. Alors, je remercie, si vous voulez bien, je remercie notre amie Sophie pour son intervention. J'espère qu'elle vous a bien éclairé sur le personnage qui a un double intérêt pour nous, provençaux, c'est que d'une part, c'est Saint-Louis de France, évidemment, Provence étant intégrée à la France, mais en même temps, c'est le frère du comte de Provence, Charles Ier d'Anjou, avec qui il partira en croisade et qui reviendra de la croisade avec lui. Donc c'est Charles Ier d'Anjou, on va le retrouver, donc j'en parlerai la prochaine fois. Vous vous doutez bien que ça va être l'objet de la prochaine intervention, va être au cœur. Vous allez retrouver dans Charles Ier d'Anjou beaucoup du discours tenu par Sophie. Donc, retenez bien les différents aspects administratifs, religieux et surtout de tentatives de croisade, si on veut parler de croisade, puisque Charles Ier d'Anjou sera roi de Jérusalem. Une question? Ah oui? Je voudrais demander à Sophie si elle peut me dire s'il y a eu un personnage religieux très influent pour ce Louis IX. Saint-Louis. Non. Non? Non. Il n'y a pas eu un personnage plus important que l'autre, puis ça s'est passé sur 27 ans. Oui, même, il y en a un qui avait construit le dossier, qui est devenu pape. Et ben, quand il a été pape, il a renié ce qu'il avait dit dans son dossier. D'accord. Parce qu'il n'avait plus les mêmes c'était un ambitieux et ça ne correspondait plus à
à ce qu'il voulait faire par la suite. Donc, au contraire, il y a eu des rebondissements. Il écoute bien. Et les papes n'étaient pas pressés de renforcer le pouvoir de la France. Ça les dérangeait. Avec ça allait renforcer la France. Donc, ils ont laissé traîner, puis après, il fallait faire recommencer le dossier. Donc, c'est pour ça que ça a été aussi compliqué de canoniser Louis IX en Saint-Louis. D'accord. Je te remercie et bravo, Sophie. Donc, je pense qu'il faut continuer. Hein, d'accord avec moi, j'espère. Et on se retrouve la prochaine fois pour quelque chose qui vous intéressera, je l'espère. En tout cas, un grand merci. Bonne année. Bravo. Merci. Merci. C'est mardi prochain. À mardi prochain. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.